Au cœur de l'histoire. Et voici déjà cette semaine le 3e épisode de notre grand destin consacré à Coco Chanel. Vous nous emmenez au cœur de l'histoire de cette femme incroyable. Une modiste à contre-courant, vous nous l'avez prouvé hier, une modiste qui a libéré les femmes et dont la boutique de Deauville ne désemplit pas. Et celle de Paris non plus, bien entendu. La rue Cambon va bientôt devenir une sorte d'épicentre de l'élégance, non seulement parisienne, mais on peut dire européenne. Ce qui est fascinant avec Coco Chanel, c'est qu'en plus, elle révolutionne la mode et elle libère les femmes au moment même où les grands médias commencent à exister. Il y a les grandes revues, vous savez, notamment les grandes revues de mode américaines, qui vont faire sa célébrité, qui vont faire sa gloire. L'argent coule à flot rue Cambon, ce qui permet d'acheter quelques paravents de Coromandel. En 1922, elle se croit, elle pense que elle a tout l'avenir, toute la vie devant elle. Et voilà que boy, vous savez, Arthur Capel, son amour, se tue dans un accident de voiture, ce qui somme toute est une manière très moderne de mourir. Ça ne console pas Coco Chanel, et évidemment, pour elle, c'est épouvantable. C'est comme si d'un seul coup, la construction magnifique qu'elle avait réussi à mettre sur pied s'effondrait. Elle veut tout abandonner, elle va s'installer sur la côte d'Azur, elle songe vraiment à tout laisser tomber. Et puis c'est en visite en Grâce, parce que néanmoins, quand on a le tempérament qui est le sien, elle ne peut pas rester inactive sur cette côte d'Azur. En visite en Grâce, elle se passionne pour les recherches sur le parfum, et notamment elle côtoie un grand nez qui travaille pour François Coty, le grand fabricant de parfums. Toujours cette modernité, puisque là encore, au lieu de s'intéresser uniquement aux parfums végétaux, naturels, aux parfums tirés directement de l'essence des plantes, ce qui est la noblesse du métier, bien Coco Chanel tout de suite s'intéresse aux aldéhydes synthétiques. Elle a compris qu'il y avait là sans doute de nouvelles possibilités. Vous voyez, c'est quand même assez étonnant. Alors elle veut faire son propre parfum. 1 essai, 2 essais, 3 essais. Ça commence à devenir très bien. 4, on y est presque. Allez, un 5e essai. Cette fois, c'est bon. On va lui demander comment elle veut appeler ce parfum. Numéro 5 Numéro 5, c'est l'essai numéro 5, tout simplement. Il y avait une petite étiquette sur l'échantillon avec écrit numéro 5. Elle dit c'est un très bon nom. Et comment est-ce qu'on va le conditionner ? La bouteille la plus simple possible. Puisque tous les parfumeurs font des bouteilles très complexes, très alambiquées, elle va faire une bouteille toute carrée, toute simple. Après tout, pourquoi se compliquer la vie ? Au cœur de l'histoire de Coco Chanel jusqu'à 15h. Alors on vient de le voir avec vous, Franck, son grand amour Boy vient de mourir dans un accident de voiture. Elle décide presque de tout quitter et en fait, elle vient de créer le parfum le plus connu au monde, Chanel numéro 5. Vous me racontiez d'ailleurs, Anissa, c'est vrai, cette histoire de Marilyn Monroe, Oui. à qui on disait avec quoi dormez-vous ? Avec numéro 5 de une Chanel. goutte de numéro 5. C'est ça. Ce numéro 5, c'était en plus un chiffre fétiche pour Coco Chanel. Elle était née un 5 août. Entre parenthèses, elle est du signe du lion et elle va en faire une sorte d'étendard du signe du lion en astrologie. Elle aimait beaucoup l'astrologie. Et ce numéro 5, ce 5, c'est un peu son chiffre fétiche qu'on retrouve à bien des égards dans tout le cours de sa vie. 2 ans après l'invention du numéro 5, du parfum, devant l'explosion de la branche parfumerie du commerce de Coco Chanel, elle va décider de la revendre à Pierre Wertheimer. Elle touchera, elle, bien sûr, des royalties, mais elle ne s'occupe plus directement du parfum. Ça va avoir des conséquences, ça, nous en parlerons demain quand je évoquerai la période de l'occupation, bien entendu. Tout ce que touche Gabrielle se transforme littéralement en or ou en lac. Vous aurez compris que ça se vaut. Par exemple, elle estime qu'il est grand temps d'harmoniser les bijoux avec la toilette du jour. Nous, ça nous paraît très évident. Vous, ça vous paraît naturel, ça, évidemment, Anissa. Mais dites-vous que autrefois, on avait des bijoux qui souvent étaient d'ailleurs des bijoux de famille, et quelle que soit la toilette qu'on portait, c'était les mêmes bijoux. Bien entendu, on ressortait les bijoux. Alors qu'elle se dit, mais puisqu'on change de toilette, de chapeau, de chaussures, pourquoi est-ce qu'on ne change pas de bijoux ? Mais ça suppose l'invention d'une bijouterie fantaisie qui n'existait pas, bien entendu. Elle va s'y employer. Elle confiera d'ailleurs au comte Étienne de Beaumont le soin de dessiner la plupart des modèles. Et aussitôt, c'est un succès, mais phénoménal. On se dit, mais est-ce qu'un jour elle va connaître un échec ? C'est assez extraordinaire. Et que fait Chanel avec le produit de ses nouvelles ventes ? Eh bien, elle vend des bijoux en plastique, j'exagère à peine, mais avec ça, elle s'achète des vrais bijoux par contre, bien sûr. Oui. Dont un collier de perles. Ça me fait penser à certains artistes contemporains qui, paraît-il, collectionnent la peinture hollandaise. Mais enfin, je ferme tout de suite la parenthèse avant de me faire mal voir. Elle achète notamment, en 1922, un collier de perles estimé à 20 millions de francs de l'époque. Vous imaginez, c'est complètement fou. Et évidemment,
Ça, c'est tout le chic de Chanel. Au lieu de porter ça sur des brocards très riches, non, non, elle le porte tout simple sur un pull en cachemire noir, vous voyez. Comme ça, on voit que ça, ce collier complètement fabuleux. Désormais, Mademoiselle Chanel est devenue la reine des années folles. On peut dire que son style tellement libre, tellement facile, tout en restant très chic et très racé. C'est ça le secret, parce qu'évidemment, si elle avait libéré les femmes, mais en les habillant en jogging et avec des robes qui auraient ressemblé à des sacs à patates, ça n'aurait pas marché. Elle libère tout en restant chic et racé, ça c'est fondamental. Et ce style s'accorde merveilleusement au style de l'époque. Vous savez, c'est ce qu'on va bientôt appeler, 1925, l'exposition des arts décoratifs à Paris, le style art déco, grande période de création dans tous les domaines du luxe. Et le style de Chanel, ça tombe bien, si je puis dire, se colle littéralement sur ce style art déco. Ça va parfaitement. C'est tout ce qu'elle fabrique, tous ces modèles s'arrachent littéralement. On peut dire que la petite Coco de Moulins et de Vichy est déjà loin. Quant à la pauvre Gabrielle d'Aubazine, rappelez-vous, eh bien, elle est carrément rentrée dans des oubliettes d'où on l'a pris de ne plus sortir. Quand je dis on l'a pris, c'est Mademoiselle Chanel elle-même. Parce que pour faire plus chic, Chanel va s'inventer toutes sortes d'anecdotes enfantines qui lui inventent une jeunesse très, très dorée d'une certaine manière. Alors évidemment, ça va la faire taxer de mythomanie. On va dire « Oh, mais cette pauvre Chanel, elle raconte n'importe quoi ». Elle a surtout compris, elle, qu'il était nécessaire, venant d'où elle venait, de dissimuler en partie sa basse extraction dans cette espèce de grand monde dont elle est devenue carrément l'égérie. Quand je vous dis qu'elle en est devenue l'égérie, dites-vous que son amant du moment n'est autre qu'un des hommes les plus riches, les plus titrés, les plus brillants du royaume d'Angleterre, puisque c'est en personne le duc de Westminster. Coco Chanel, sa vie, son grand destin toute cette semaine sur Europe 1 jusqu'à 15h. Alors Coco Chanel, on vient de le voir, connaît de grands succès professionnelle. Côté vie privée, bien, elle ne fait pas les choses à moitié, puisqu'elle vit une histoire d'amour avec le duc de Westminster. Ah oui, s'il vous plaît, ce qui lui permet de passer beaucoup de temps à Londres. Elle va avec lui aussi à des chasses en Écosse. J'avais raconté cette anecdote, c'est Lady Cawdor qui raconte que lorsqu'elle était en train d'essayer chez Chanel, il y a, bien sûr à la grande époque de Chanel, elle était en train d'essayer un tailleur en tweed d'une couleur absolument ravissante, très particulière, une espèce de mélange de bruyère comme ça et de terre un peu ocre. Et elle demande à Mademoiselle Chanel, elle dit « Mais où avez-vous eu l'idée de ce chintz ? Où avez-vous eu l'idée de ce tissu incroyable ?» Et Chanel dit « En Écosse, ma chère. » Et évidemment, elle l'avait bien connu, l'Écosse. Elle avait rapporté beaucoup d'Angleterre, beaucoup de beaux tissus, notamment des plaids qu'elle a l'idée de... Ces plaids écossais, vous savez, elle a l'idée de les fermer en jupe. Pour en faire une jupe, elle met une grosse épingle de nourrice très voyante. La jupe écossaise. C'est le kilt, elle a créé le kilt et allons-y. Désormais, on cherche à savoir où est ancré le yacht du duc et de la couturière. Le yacht s'appelle le Cerf-Volant. Parce que à chaque fois, c'est l'endroit le plus à la mode. Elle crée les modes, bien entendu, c'est formidable. Dites-vous un jour de l'été 1929, le yacht est en train de croiser au large de Venise et on apprend à Gabrielle que son ami Serge Diaghilev, vous savez, le fondateur des ballets russes, est en train de mourir dans la Sérénissime. Alors, immédiatement, elle vole à son chevet, elle y reste quelque temps et puis elle repart. Le bateau reprend le large et là, elle se rend compte... Elle n'a pas voulu se l'avouer sur le coup, mais en parlant avec lui, etc., elle a compris. Elle a un pressentiment. Elle fait faire demi-tour au cerf-volant et quand elle arrive à Venise, elle apprend que le grand chorégraphe est mort juste à l'aube, le matin même, et elle va prendre à sa charge tous les frais d'obsèques, car en dépit de cette espèce de légende noire et tenace qui voudrait faire d'elle la femme la plus avare qui soit, Gabrielle, il faut le dire, était généreuse dès lors qu'il s'agissait d'aider, de soulager, dès qu'il s'agissait d'encourager aussi un certain nombre d'amis talentueux, parce qu'elle aura été incontestablement l'un des grands mécènes de sa génération. Des gens aussi variés, divers que Jean Cocteau, Raymond Radiguet, Pablo Picasso, Igor Stravinsky, Louise de Villemorin, évidemment, vont bénéficier, parfois jusqu'à l'abus, pour certains d'entre eux que je ne soulignerai pas, de la
de la générosité, de la prodigalité de Coco Chanel dès lors qu'elle sent qu'il y a du talent. Ça, pour elle, c'est une condition. Pour qu'elle aide les gens, il faut qu'elle les sente différents et porteurs de quelque chose d'artistique, d'une certaine manière. C'est un peu elle, sans doute, qu'elle aide à travers ceux qu'elle pensionne. Il y a eu un livre passionnant chez Grasset qui s'appelle « Les pensions de la grande mademoiselle », formidable. Comme si elle voulait rendre un peu de cette confiance et de ce soutien que ses propres amis, rappelez-vous, ses riches amis de Royalieu, lui avaient offert lorsqu'elle était toute jeune. La seule exception peut-être, ce sera le poète Pierre Reverdy, pour lequel elle éprouve une grande passion, mais lui ne lui permet pas de le secourir autant qu'elle l'aurait voulu. Sans doute une question de fierté, sans doute une question aussi de méfiance de la part du grand poète surréaliste à l'égard de l'argent. Ça aurait été tellement facile de tomber dans l'orbite de Coco Chanel. Or, naturellement, au milieu des années 1930, on peut dire de Coco qu'elle est devenue une icône. On guette le moindre de ses faits et gestes. Ce n'est pas pour lui déplaire d'ailleurs, ça n'a pas l'air de lui peser un instant. On s'intéresse bien sûr à toutes ses passions, et notamment à la nouvelle passion du jour, celle qu'elle éprouve pour le dessinateur Paul Iride, dont les biographes sont unanimes à dénoncer l'influence discutable qu'il aura eue sur elle. Il se tue lui-même en 1933 alors qu'ils avaient annoncé leur fiançailles 2 mois plus tôt. On peut dire que, vous vous rendez compte le nombre de drames ? C'est quand même assez extraordinaire. Dans la vie de Coco Chanel, on oui. beaucoup. On peut dire que les amours de Coco Chanel sont placés d'une certaine manière sous le signe du tragique. Elle n'en est peut-être que davantage un personnage remarquable. Ça fait parler, évidemment. Elle en est renforcée. S'il n'y avait pas en elle ce côté un peu sombre et tragique, eh bien, peut-être qu'elle n'aurait été qu'une icône de la mode. Là, elle devient carrément une sorte d'incarnation de son époque. Elle est le génie créateur entouré de tous ces génies artistiques qui littéralement gravitent autour d'elle. Il ne faudrait pas oublier l'essentiel, évidemment, c'est-à-dire la maison de couture. Parce que là, je vous parle évidemment de la mécène, de la femme d'affaires, etc., de la grande amoureuse, mais c'est peut-être d'abord et avant tout une grande couturière. Je travaille toute la journée, disait Coco Chanel, et elle ajoutait avec cette espèce de façon de parler comme ça un petit peu, vous savez, c'est d'ailleurs la seule chose qui m'amuse, disait-elle. Alors, on l'a vu parce qu'elle a été 1000 fois photographiée, puis plus tard, dans les années 50 et 60, beaucoup filmée, avec du bolduc, elle est là qui taille, qui coupe, qui reprend, qui arrache. Elle fait ses robes comme on sculpterait, en fait. C'est assez étonnant. Elle fait de grandes mimiques. Elle a le sens du théâtre, ça c'est certain. Ça plaît aux photographes, ça plaît aux journalistes, tout le monde est content. On la regarde travailler avec ses grands gestes dans le vide, parfois la cigarette au bec. C'est un spectacle qu'elle s'est distillé avec une véritable efficacité. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a jamais de dessin préparatoire. Tout est fait comme ça, sur le modèle lui-même. En fait, elle dit, le crayon, c'est bon pour se farder les yeux ou pour écrire des lettres. C'est surtout pas pour dessiner des robes. Les robes, elle les fait avec ses mains. De temps à autre, je change un petit détail, un col, un bras, dit-elle, et l'instant d'après, tout le reste est démodé. Mais c'est pour que ça aille mieux. Jamais je ne me suis creusé la tête en me demandant ce que j'allais bien pouvoir bousculer. C'est peut-être ça, le secret de ceux qui savent tout bousculer. C'est qu'ils ne se demandent pas comment et pourquoi ils vont bousculer les choses. Ils font, et tout le monde ensuite s'adapte.